Mon père, pour effacer sa dette, n'a rien trouvé de mieux que de me promettre à son usurier. Ma tante m'avait juré qu'elle m'aiderait à m'enfuir, jusqu'à ce que je surprenne un appel qui a tout fait basculer. Elle était là, juste la veille du mariage. Le jour de mes 17 ans, papa m'a lancé d'un ton sans appel que j'avais 1 mois, pas un jour de plus, pour épouser cet Olaf Snakaloff. Sinon, il réglerait ses comptes avec lui d'une autre manière. J'avais toujours pensé que mon père contrôlait ses excès, mais la vérité, c'est qu'il devait 300 000 $ à Olaf et que la somme grossissait chaque jour avec les intérêts. Olaf est prêt à tirer un trait sur la dette si tu l'épouses, m'a-t-il lancé, comme si c'était une chance. Il a été plus que patient avec nous. Ce nom m'a glacé. Je me souvenais très bien d'Olaf, rencontré à 14 ans lors d'un prétendu dîner d'affaires à la maison. Un grand gaillard, l'air dur, les dents tachées de tabac, à la dégaine typiquement russe. À chaque occasion, son regard me détaillait sans retenue. Il m'avait posé des questions sur l'école et sur d'éventuels petits amis. Papa avait alors esquivé d'un rire nerveux. 3 ans plus tard, tout s'éclairait enfin. Le contrat de mariage était déjà préparé. Je devais m'installer chez Olaf et lui faire un enfant dans les 2 ans. Pendant que mon père m'expliquait tout, je me demandais désespérément ce que je pourrais raconter à la police pour qu'on me prenne au sérieux. Là, il a éclaté de rire. Je vois bien à quoi tu penses. Mais Olaf a ses entrées partout. N'essaie même pas d'aller voir les flics. Tu empirerais les choses. Le plus terrifiant n'était même pas sa colère, mais ce sang-froid glacial avec lequel il organisait mon sort. Puis il a attrapé mon téléphone pour le fracasser contre le mur, avant d'aller dormir comme si de rien n'était. À 3 heures du matin, j'ai tenté de m'enfuir, mais la voiture n'a pas voulu démarrer. La ville la plus proche était à 13 km. À 17 ans, sans téléphone, sans personne à appeler, ces 13 km semblaient infranchissables. Le lendemain, je me suis réveillée pour découvrir que papa avait posé des verrous sur ma porte, de l'extérieur. « Et c'est juste pour être sûr », a-t-il commenté, tout sourire, son café à la main comme s'il ne venait pas de transformer ma chambre en prison. Je n'ai eu droit qu'à une seule visite, celle d'Olaf. L'air de rien, il se montrait presque doux, m'appelant « ma future femme », sa main se posant prudemment sur mon épaule, ou ma main. Mais plus je montrais mon malaise, plus il se permettait. Rapidement, sa main glissait sur ma cuisse à la moindre occasion, ses doigts se resserrant dès qu'il parlait de notre prétendue descendance. Parfois, je croisais le regard de papa, qui approuvait d'un hochement de tête satisfait. Mais le pire était à venir. Un jour, alors que papa et Olaf étaient à la cuisine, mon père est parti aux toilettes. Olaf a tenté d'attirer mon attention, mais j'ai fait mine de ne pas l'entendre, absorbée par mes tâches. Sa voix s'est faite plus dure, alors j'ai soupiré et me suis approchée. « Viens », a-t-il murmuré, une odeur de whisky et de cigarette m'assaillant. À peine m'avait-il tiré sur ses genoux que papa était réapparu. « Alors, les amoureux » a-t-il lancé avec entrain, avant de filer vérifier l'Alfredo. Olaf a alors soufflé près de mon oreille. « Une jolie fille comme toi, tu préfères par derrière ?» Là, j'ai craqué. J'ai filé dans ma chambre pour y pleurer tout ce que j'avais retenu. Personne n'est venu. 10 minutes plus tard, j'ai entendu la porte claquer, puis papa est revenu. « Papa, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Tu devrais avoir honte, » ai-je supplié, en larmes. « Olaf nous rend un immense service et toi, tu veux tout foutre en l'air » m'a-t-il coupé, sec. Je l'ai regardé, sidéré. « Papa, je ferai tout. Je travaillerai jour et nuit. 3 boulots s'il le faut. Je ne mangerai presque plus, mais pas ce mariage. »« C'est décidé » a-t-il simplement rétorqué, avant de claquer la porte et de la verrouiller derrière lui. À partir de cet instant, j'ai arrêté de manger, de dormir, de prendre soin de moi. Tout était devenu vain. Je passais mes journées à espérer qu'une crise cardiaque l'emporte sur le champ. Ces pensées me rongeaient de culpabilité, puis la colère reprenait le dessus. C'était trop à porter. 3 semaines avant la date fatidique, tante Rachel a débarqué. La petite sœur de papa, celle qui était partie depuis des années après des histoires familiales nébuleuses. Ce soir-là, elle m'a coincée dans la cuisine. « Je sais ce qu'il se passe », a-t-elle murmuré. J'ai vécu la même chose. Papa a essayé de me vendre aussi, à ton âge. Mon cœur s'est arrêté. Enfin quelqu'un qui comprenait. Elle m'a expliqué qu'elle était au courant de loin grâce au cousin, et qu'elle ne pouvait plus rester passive. Elle avait un plan pour que je m'échappe. J'étais morte de trouille à l'idée de me faire attraper, mais l'angoisse de ce qui m'attendait si je ne tentais rien était pire encore. Tante Rachel, c'était mon dernier espoir. Elle me ramenait à manger en douce quand papa surveillait mes plateaux, inventait des prétextes pour que je respire un peu. La veille de notre fuite, impossible de fermer l'œil. En descendant boire un verre d'eau, j'ai surpris tante Rachel au téléphone dans la chambre d'amis. « Oui, Olaf, elle me fait confiance. » Demain, elle montera en voiture sans poser de questions. Je me suis collée à la porte, le souffle coupé. Elle a poursuivi. « Papa m'a bien promis ma part, n'est-ce pas ? 50 000, comme on a dit. » Mes jambes m'ont lâché. Le verre a failli tomber. Je l'ai rattrapé in extremis. C'était un piège depuis le début. Elle jouait double jeu. L'évasion n'était qu'un appât. L'espoir, un mirage. Le lendemain, loin de la liberté, on allait me livrer direct à Olaf. J'étais seule, vraiment seule. Je me suis éloignée, pieds nus sur le parquet froid, le frisson du bois remontant le long de mes jambes, aussi glacial que le gouffre dans ma poitrine. Mes mains tremblaient, tellement que j'ai dû poser le verre sur la console du couloir, l'eau ondulant sous mes secousses. Cette vieille table, l'un des rares souvenirs de maman, semblait me narguer de sa solidité. Il fallait que je trouve une solution. Je suis remontée, la tête pleine d'idées et d'impasses, connaissant par cœur les marches qui grinçaient à éviter. Tante Rachel, toujours au téléphone,
Sa voix sucrée flottait à travers les cloisons, peaufinant la fausse fuite du lendemain. Je l'entendais arpenter la pièce, le plancher protestant sous ses pas. J'ai verrouillé ma porte de l'intérieur, persuadée que ce petit clic dérisoire était pourtant vital, même s'il ne pouvait rien contre les verrous posés dehors. Le contact glacé du métal sous mes doigts me ramenait à l'idée de ma captivité. Je me suis assise sur mon lit, la couverture cousue par maman n'ayant rien de rassurant, et j'ai essayé de digérer ce que je venais d'apprendre, le fameux fond. L'assurance vie de maman était importante, mais papa répétait sans cesse qu'elle était bloquée par des histoires administratives, de la paperasse interminable. Maintenant, je comprenais enfin pourquoi. Il s'en servait comme d'un appât, brandissant mon héritage sous le nez de celui qui paierait le plus cher. J'ai saisi le vieux téléphone que tante Rachel m'avait donné, la coque en plastique bon marché me semblant soudain bien fragile entre les mains. Je n'étais pas dupe, l'ironie de la situation ne m'échappait pas. Le prétendu instrument de mon salut n'était en fait qu'une chaîne de plus. Je faisais défiler ses messages, à l'affût du moindre détail suspect. La plupart m'étaient adressés directement. Elle jouait parfaitement l'attente aux petits soins. « Comment tu tiens le coup, ma chérie ? Et n'oublie pas, je suis là pour toi », s'affichait-il à l'écran. Mais un autre numéro revenait dans les conversations. Plusieurs échanges qui avaient été supprimés, sauf que le numéro figurait encore dans les contacts récents, comme une trace numérique qu'elle avait négligé d'effacer. J'ai attendu d'entendre la porte de sa chambre claquer, le son résonnant dans le couloir, puis j'ai composé le numéro depuis ma chambre. Mon cœur tambourinait alors que ça sonnait. Une fois, 2 fois, avant qu'une voix que je connaissais trop bien ne décroche. « Rachel, il est tard, j'espère que c'est important ?» Un accent à couper au couteau, une impatience à peine voilée. « Olaf, l'estomac noué, j'ai raccroché aussitôt, le doigt tremblant sur la touche, l'acidité me remontant à la gorge. Depuis quand tout cela était-il orchestré? Tout ce que tante Rachel m'avait raconté, était-ce seulement des mensonges? Son fameux mariage arrangé? Ses larmes? Sa soi-disant compréhension de ce que je vivais? Était-ce du vent? Une nouvelle manière de gagner ma confiance? J'ai passé le reste de la nuit à échafauder un plan, incapable de trouver le sommeil. La lune jetait sur le sol des ombres qui, à travers les barreaux, évoquaient des rayures de prison. Si tante Rachel s'imaginait que je lui faisais confiance, j'allais bien m'en servir. Je jouerais la fille docile, celle à laquelle elle voulait croire, mais il me fallait d'abord des preuves, quelque chose de concret, qu'on ne pourrait pas balayer d'un revers de main. Le matin arriva bien trop vite. Tante Rachel frappa à ma porte de bonne heure, 3 coups secs et autoritaires. Papa ouvrit la porte de l'extérieur, les verrous claquant les uns après les autres, puis elle entra avec le petit déjeuner, un grand sourire accroché aux lèvres qui, désormais, me glaçait le sang. Elle était pomponnée, incarnant à merveille la parente parfaite. « Grande journée aujourd'hui », lança-t-elle en posant le plateau sur le bureau d'un geste étudié. L'odeur des œufs et des tartines me donnait la nausée. « Tu es nerveuse ?» Je me forçais à acquiescer, à afficher une reconnaissance factice, puisant dans les souvenirs de mes spectacles scolaires. « Merci pour tout. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans toi. » Elle me prit dans ses bras, son parfum sucré et écœurant me dégoûtant, et il me fallut tout mon self-control pour ne pas la repousser. Ses bras m'enserraient, comme des serpents. La famille, c'est sacré. Allez, mange, tu vas d'avoir besoin d'énergie. Dès qu'elle fut partie, je picorais les œufs et le pain, chaque bouchée me paraissant plus sèche que de la sueur. Il fallait que j'accède à sa chambre pour fouiller son téléphone et trouver des preuves. Mais comment faire? Papa surveillait tout, et tante Rachel ne lâchait presque jamais son portable. L'occasion se présenta après le déjeuner. Elle était sous la douche, l'eau jaillissant bruyamment, et papa parlait fort au téléphone, sûrement avec Olaf, à discuter détails et horaires. Sa voix résonnait depuis le bureau. Je me glissais dans la chambre d'amis, trouvais le téléphone de tante Rachel posé sur la table de nuit, branché à son chargeur. Pas de code. Une négligence, ou alors elle était tellement sûre d'avoir la situation en main. J'ouvris sa galerie photo et me mis à photographier tout ce que je pouvais avec mon téléphone jetable, les mains tremblantes. Des échanges de messages avec Olaf sur ma valeur et mon état de santé, des virements envoyés par papa, des sommes qui dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer, une photo des documents du fonds en fiducie, certains montants entourés de rouge. 50 000 $, sa part à elle. Mais il y avait pire. Apparemment, elle aussi avait des dettes de jeu comme papa, envers des types au nom russe imprononçable. Chez nous, on ne renie pas les gènes. Photo après photo, je constituais mon dossier. Tu as trouvé ce que tu voulais? J'ai sursauté, le cœur prêt à éclater. Tante Rachel était dans l'embrasure de la porte, enroulée dans une serviette, les cheveux encore ruisselants sur le parquet. Son visage affichait un calme déconcertant, presque amusé. Je faisais juste « Épargne-moi tes mensonges ». Elle entra, referma la porte d'un geste lent et calculé. « Tu m'as entendu au téléphone hier, pas vrai ?» Mentir ne servait à rien. Je hochai la tête, le menton défiant. Elle soupira et s'assit sur le lit, réajustant sa serviette d'un air faussement détaché. « Tu ne sais pas tout, tu n'as pas idée de ce qu'on traverse. Ton père et moi, on n'est pas des monstres. On est juste désespérés. Les gens à qui on doit de l'argent n'attendent pas, ils ne font pas crédit. Et Olaf, il n'est pas aussi horrible que tu le crois. Il prendra soin de toi. Il a 43 ans, répliquai-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Il veut juste m'utiliser comme une pondeuse. Il a dit à papa qu'il voulait au moins 4 enfants. Beaucoup de femmes ont épousé plus âgées et sont très heureuses, répondit-elle, comme si on parlait du temps qu'il fait. Tu auras une belle maison, de l'argent, la sécurité, des domestiques pour t'aider avec les enfants. C'est bien plus que ce que la plupart des gens ont. Ce sera une prison.
lançai-je. Une cage dorée reste une cage, et ses enfants grandiraient dans la même prison que moi. Son visage se referma, le masque de la tante bienveillante tombant pour de bon. Peu importe ce que tu crois. Demain, tu monteras dans la voiture avec moi. On n'ira pas à la gare routière, mais directement chez Olaf. Tu peux venir de ton propre chef, ou alors on peut faire ça à la dure. Et c'est quoi au juste? La manière forte? Elle eut un sourire cruel, laissant entrevoir des dents de prédatrice. Olaf a un ami médecin. Il peut te faire une ordonnance pour des médicaments très puissants. Tu serais étonné de voir à quel point on devient docile avec ce qu'il faut. Un petit truc dans ton jus d'orange le matin, et tu signeras les papiers du mariage en souriant. J'en eus froid dans le dos. Ils étaient prêts à me droguer, à faire de moi une marionnette si besoin. Maintenant, enchaîna-t-elle en se levant et en s'approchant, donne-moi ton téléphone, la partie est finie. Je lui tendis l'appareil, mais elle ignorait que j'avais déjà envoyé les photos ailleurs, à l'ancienne adresse mail d'oncle Brian, celle que j'avais gardée en tête grâce aux cartes d'anniversaire reçues petites. C'était le frère aîné de papa, un assistant juridique vivant à 2 états d'ici. On n'avait plus échangé depuis des années, mais j'espérais qu'il utilisait encore cette boîte. Je lui avais écrit en panique, « Oncle Brian, papa veut me vendre pour éponger ses dettes de jeu. S'il te plaît, aide-moi, j'ai mis les preuves en pièces jointes. » « Bonne fille, » lança tante Rachel, dégoulinante de condescendance. « Maintenant, va dans ta chambre. On part demain matin à 9h, et évite toute idée stupide cette nuit. Olaf a des hommes qui surveillent la maison. » Ce soir-là, le dîner fut glacial. La salle à manger semblait plus étroite avec Olaf, sa présence me donnant l'impression d'étouffer. Il était venu s'installer à côté de moi, sa main pesant lourdement sur mon genou sous la table. Ses doigts, épais, possessifs, se resserraient par moments, histoire de bien me rappeler que je lui appartenais déjà. Papa et tante Rachel bavardaient gaiement, replongeant dans des souvenirs d'enfance comme si tout était normal, comme s'ils ne s'apprêtaient pas à me livrer le lendemain. « Tu ne dis pas grand-chose ce soir, petit oiseau », glissa Olaf en serrant mon genou assez fort pour y laisser une trace. Son haleine mêlait le vin au cigare. « Tu attends demain avec impatience ?»« Elle est au courant », répondit tante Rachel d'un ton détaché, en découpant son steak d'un geste précis. Elle m'a entendu au téléphone. La fourchette de papa tomba bruyamment dans l'assiette, brisant le silence. « Quoi ? Ce n'est rien », le rassura-t-elle d'un geste désinvolte avec son couteau. « On a discuté. Elle a compris la situation maintenant. Hein, Aria ?» La main d'Olaf me broya le genou. Je mordis l'intérieur de ma joue pour ne pas gémir. Ça change la donne. On ferait mieux d'avancer la date. On fait la cérémonie ce soir ? Non, trancha tante Rachel sans broncher. On suit le plan. Tout est déjà organisé. Elle ne bougera pas ce soir. Elle me fixa, le regard glacial. N'est-ce pas ? Je secouai la tête, incapable d'ouvrir la bouche sans que ma voix me trahisse. Après le dîner, ils ont rajouté des verrous à ma porte. Je les ai entendus bricoler jusqu'à tard, chaque coup de perceuse résonnant comme le martèlement d'une cage qu'on referme. Le métal contre le bois, comme si on scellait mon sort. Plus question d'aller aux toilettes sans surveillance, plus besoin de faire semblant. Même les murs semblèrent se refermer sur moi. Allongé sur mon lit, j'ai fixé le plafond, là où maman et moi avions collé des étoiles phosphorescentes. La plupart étaient tombées avec le temps, ne restant plus que quelques points lumineux épars. Demain, ils m'emmèneraient chez Olaf. Le mariage aurait lieu, que je le veuille ou non. À moins qu'oncle Brian ait reçu mon message. Qu'il me croie. Qu'il tienne suffisamment à moi pour agir. Trop de si, trop d'inconnus au-delà de mon contrôle. Le matin arriva bien trop vite, dans une lumière grise et plombante. À 8h, tante Rachel ouvrit la porte, impeccable dans son blazer bleu marine qui lui donnait l'air d'une femme sûre d'elle, à qui on fait confiance. « Va te doucher et mets ça », ordonna-t-elle en me tendant une robe protégée dans une housse. « Olaf veut que tu sois présentable pour le trajet. » J'ai obéi, comme un automate. L'eau de la douche était à peine tiède, le jet de faiblard. La robe, d'un blanc cassé, arrivait aux genoux, tout en dentelle délicate au col. Exactement le genre de tenue qu'une mariée porterait pour une répétition générale. L'ironie ne m'échappait pas. On m'habillait pour mon propre enterrement. En bas, papa tournait en rond dans la cuisine, nerveux. « On devrait peut-être le faire ici », disait-il à Olaf. « Le juge Morrison me doit un service. Pourquoi prendre des risques sur la route ? Parce que je veux que tout soit fait dans les règles », répliqua Olaf sans discuter. « Chez moi, devant les miens. Officiel. Légal. Sans retour possible. La gamine connaît le plan », insista papa en se passant la main dans les cheveux. « Et si elle tente quelque chose ? On saura gérer », répondit Olaf sans lever les yeux de son téléphone. « J'ai des hommes sur la route. Si elle s'échappe, elle n'ira pas loin. Et si elle essaie d'appeler à l'aide, il n'eut pas besoin d'en dire plus. Mon estomac se noua. Même si je réussissais à sortir de la voiture, il me rattraperait. Ce n'était plus 3 adultes contre moi. C'était tout un réseau. Tante Rachel arriva avec du café et des tartines, jouant les hôtesses comme si tout était normal. « Mange un peu, le voyage est long, tu ne veux pas être malade en voiture. » J'ai avalé quelques bouchées à contre-cœur, la gorge serrée, le pain sec me râpant le palais. Par la fenêtre, j'apercevais la berline grise de location de tante Rachel dans l'allée. Voiture ordinaire pour un projet aussi sordide. « Qui pourrait se douter ? On y va !» déclara Olaf pile à 9h en vérifiant sa montre. Il m'attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans la chair, ajoutant de nouveaux bleus à ceux de la veille. « Tu montes avec Rachel, je suis derrière. Et au moindre souci, si tu tentes quoi que ce soit, si tu appelles à l'aide, ça va très mal finir. Compris ?» Je hochai la tête, sentant la menace peser sur moi. « Dis-le », insista-t-il, me secouant un peu. J'ai compris. Bonne fille. Il relâcha mon bras et m'embrassa le front. Ses lèvres humides laissèrent une trace que j'aurais voulu effacer. Je luttais contre la nausée. Sortir jusqu'à la voiture, c'était comme marcher vers l'échafaud.
À chaque pas, l'espoir s'éloignait. Papa restait sur le perron, nous regardant partir sans un mot, sans regret, sans même un regard de celui qui m'avait jadis poussé sur les balançoires. Juste un sourire satisfait, déjà concentré sur ce que l'argent allait lui rapporter. Tante Rachel démarra pendant que j'attachais ma ceinture, le claquement du mécanisme résonnant comme une porte de prison qu'on referme. Le SUV noir d'Olaf nous suivait de près en quittant l'allée. J'ai regardé la maison disparaître dans le rétroviseur, cette maison où maman me lisait des histoires le soir, et je me suis demandé si je la reverrais un jour. Il y a 2 heures de route, annonça tante Rachel en s'engageant sur la nationale, les mains fermes sur le volant, tout à fait à l'aise. Si tu veux, on peut mettre un peu de musique, ça rendra le trajet plus sympa. Je me taisais, absorbée par le paysage familier qui défilait. Le parc où maman m'emmenait autrefois, désormais désert dans la lumière du matin. La bibliothèque où j'ai passé tant d'après-midi à dévorer des romans. Toute une vie que je laissais derrière moi, peut-être pour de bon. 20 minutes plus tard, le téléphone de tante Rachel a sonné. Elle a décroché via le Bluetooth, la voix de l'appelant grésillant dans tout l'habitacle. « Brian ?» s'est-elle exclamée, surprise. « Comment t'as… » ?»« Oui, elle est avec moi. »« Quoi ? Non. Enfin, c'est ridicule. Je l'emmène faire du shopping pour son mariage. Quel mail ?» Mon cœur s'est emballé. Oncle Brian avait reçu mon message. Il avait vraiment consulté cette vieille boîte. Des photos ? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Les doigts de Rachel se sont crispés sur le volant. Elle commençait à perdre contenance. Brian, tu délires complètement. Les dettes de mon frère, c'est son affaire, pas la mienne. Je suis juste là pour soutenir ma nièce. C'est tout. Elle a écouté quelques instants, puis son visage s'est fermé d'un coup. T'as appelé qui ? Brian ? Mais t'aurais jamais dû faire ça. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds. Ces gens-là rigolent pas. Elle a raccroché pour appeler Olaf. On a un souci. Brian a tout capté. Il a appelé quelqu'un. Je sais pas qui. Peut-être la police. Ou peut-être le FBI. J'entendais Olaf jurer en russe dans les haut-parleurs. Même sans comprendre, je n'avais aucun doute sur le sens de ses insultes. Il sait comment, ce con-là ? Les yeux de tante Rachel ont accroché les miens dans le rétro. Du feu noir y brillait. La sale gamine lui a envoyé des photos, des preuves, des captures d'écran de tout. Vous êtes où ? Route 47, juste après le château d'eau. Garde-toi à la station-service devant, on la transfère dans ma voiture tout de suite. Tante Rachel a appuyé sur l'accélérateur, la mâchoire serrée, le compteur dépassant allègrement la limite. Espèce d'imbécile. T'as juste empiré les choses pour toi. Si tu croyais qu'Olaf faisait peur jusque-là, tu vas vite déchanter. La station-service s'est rapprochée, ses enseignes lumineuses promettant un semblant de normalité. Je sentais la panique monter. Si je montais dans la voiture d'Olaf, c'était fini pour moi. Il fallait tenter quelque chose. Au moment où tante Rachel a ralenti pour tourner, j'ai détaché ma ceinture, le clic résonnant dans le silence tendu. « N'y pense même pas !» a-t-elle lancé en tendant la main vers moi. Mais je bougeais déjà. Sitôt la voiture arrêtée, j'ai ouvert la portière et je me suis élancée en courant. L'asphalte râpait mes chaussures, mais peu m'importait. Je l'entendais hurler derrière moi, les portières qui claquaient, sans oser me retourner. Je fonçais vers la boutique de la station, espérant tomber sur des témoins, de l'aide, n'importe quoi. Ma robe s'en mêlait dans mes jambes, me ralentissant, mais Olaf courait plus vite qu'on ne l'aurait cru vu son gabarit. Il m'a rattrapée avant que j'atteigne la porte, m'a soulevée par la taille comme si je ne pesais rien. « Petite idiote !» a-t-il soufflé à mon oreille, son haleine chaude et écœurante. « Maintenant, tu m'as vraiment énervée. Tu vas apprendre ce que c'est que le respect. » Il m'a traîné vers son SUV, tandis que je me débattais, donnant des coups de pied et criant à m'en érailler la voix. Quelques personnes nous ont regardés depuis les pompes à essence, mais personne n'est intervenu. Pour eux, ce n'était qu'une dispute familiale de plus, pas leur problème. Certains détournaient même les yeux. C'est alors que j'ai entendu les sirènes. Olaf s'est figé, son étreinte s'est desserrée. 2 voitures de police fonçaient, gyrophares en alerte. Il m'a lâché, a filé vers son véhicule en braillant à tante Rachel de se dépêcher. Mais d'autres voitures de police bouchaient déjà l'autre accès. Ils étaient piégés. Je me suis écroulée sur l'asphalte, les jambes incapables de me porter, la peau des paumes râpée par le sol. Une policière s'est approchée de moi, les mains bien visibles, sa voix douce et rassurante. « Vous êtes blessée ?» demanda-t-elle calmement. « On a reçu un signalement pour un possible enlèvement. Vous êtes Aria ?» C'est là que les larmes ont coulé pour de bon, quand la tension est retombée. Mon père m'a vendue pour rembourser ses dettes. Il voulait me forcer à me marier. Les mots sortaient entre 2 sanglots. L'agente m'a aidé à rejoindre sa voiture pendant que d'autres arrêtaient Olaf et tante Rachel. Ils ne se sont pas laissés faire. Olaf beuglait qu'il avait des avocats, des contacts, qu'on allait le regretter. Tante Rachel répétait que tout ça n'était qu'un malentendu, que j'étais une ado compliquée qui inventait des histoires. Au commissariat, j'ai tout raconté, les dettes de jeu, les fiançailles forcées, la porte verrouillée. La commandante, une femme au regard doux et aux cheveux grisonnants, m'a écoutée sans jamais me juger. J'ai montré les photos prises sur le téléphone de tante Rachel. Oncle Brian, qui avait roulé toute la nuit, était déjà là avec une amie avocate, l'air épuisé, mais déterminé. « J'ai eu ton mail à minuit », m'a-t-il dit en me serrant très fort. Il sentait le café et la sécurité. « Je suis tellement désolée. J'aurais dû prendre de tes nouvelles après la mort de ta mère. Je savais que mon frère avait des soucis, mais j'aurais jamais cru qu'il irait aussi loin. » L'avocate, Sarah Chen, nous a accompagnés, dégageant une tranquillité qui m'apaisait. Les preuves sont accablantes. Association de malfaiteurs autour d'un mariage forcé, séquestration, tentative de traite d'êtres humains. Ils iront en prison pour un bon moment. Et mon père, ai-je demandé. Un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Ils vont le retrouver. Et c'est ce qui s'est passé.
3 heures plus tard, alors qu'il tentait de filer au Canada avec une valise pleine de billets, la police l'a arrêté. On a appris qu'il volait de l'argent à Olaf depuis des mois, préparant sa fuite dès que j'aurais été mariée de force. La trahison était encore plus profonde que ce que j'imaginais. Les jours suivants se sont enchaînés dans la confusion. Audition, paperasse, tribunal. J'ai découvert l'implication réelle de tante Rachel. Elle n'avait jamais fui un mariage arrangé, tout était inventé. Elle avait perdu son héritage au jeu en ligne, devait de l'argent à des gens dangereux. Quand elle a entendu parler de la situation de mon père, elle y a vu une occasion en or. Elle m'a embobiné, livré à Olaf, et encaissé son argent. On a découvert qu'elle avait déjà fait ce genre de choses auparavant. Je n'ai pas été sa première victime, simplement la première à réussir à lui échapper. Le procès n'a pas traîné. Olaf a pris 15 ans pour tentative de traite d'êtres humains et association de malfaiteurs. Tante Rachel, elle, a écopé de 10 ans pour sa part dans l'affaire. Quant à mon père, il a été condamné à 12 ans, auxquels se sont ajoutés quelques années pour les délits financiers découverts au fil de l'enquête. Pendant tout ce temps, j'ai vécu chez oncle Brian. Sa femme, Patricia, se montrait gentille, mais toujours sur la réserve avec moi, comme si j'étais faite de verre. Leurs enfants, mes cousins que je ne connaissais pas, étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas trop comment se comporter face à la fille dont tout le monde parlait aux infos, celle avec l'histoire horrible. « Tu restes aussi longtemps que tu veux », m'a dit oncle Brian, « jusqu'à la fac, même plus si tu veux, ici tu es chez toi. » Mais j'avais déjà d'autres plans en tête. Durant l'enquête, on avait mis le doigt sur un détail intéressant. La police d'assurance vie de maman comportait une clause stipulant que si papa commettait un crime à mon encontre, l'argent me revenait en totalité. 300 000 $, plus les intérêts. J'ai utilisé une partie pour terminer le lycée en accéléré, le reste est parti sur un compte pour mes études. Je me suis inscrite en travail social, avec l'idée d'aider d'autres jeunes pris au piège dans des situations sans issue. Le jour de mes 18 ans, j'ai reçu une lettre de mon père, envoyée de prison. Je ne l'ai même pas ouverte. Je l'ai simplement annotée, renvoyée à l'expéditeur, et j'ai continué mon chemin. Quelles qu'aient été ses excuses ou tentatives de se justifier, je n'avais pas besoin de les connaître.